L'histoire n'est pas seulement la chronique des vainqueurs, gravée dans la pierre et l'or. C'est aussi un océan silencieux d'oubli, au fond duquel gisent des couronnes brisées, des noms oubliés et des mondes entiers bâtis sur l'ambition et le sang. Nous foulons une terre sous laquelle s'étendent non seulement des ruines, mais aussi les ombres de grandes dynasties, des familles qui se croyaient éternelles, dont le pouvoir semblait aussi immuable que le mouvement des étoiles dans le ciel. Mais les étoiles s'éteignent, et même les trônes les plus puissants se réduisent en poussière. Que reste-t-il du pouvoir lorsque le dernier commandement se tait? Que se passe-t-il lorsque le sang qui coulait dans les veines des souverains divins se tarit ou se répand sur l'échafaud? Le silence demeure, un silence qui résonne avec force dans les salles désertes des palais couverts de lierre et à travers les pages de chroniques que plus personne ne lit. Voici l'histoire de ceux qui se tenaient au sommet du monde avant de sombrer dans l'oubli. Voici le prologue de la saga des trônes oubliés. Imaginez les sables d'Égypte. Plus qu'un simple désert, ils sont le linceul d'une civilisation obsédée par l'éternité. Les pharaons, dieux vivants sur terre, n'y construisaient pas de maisons, mais des tombeaux. Ils érigèrent des pyramides, ces montagnes artificielles, un défi au temps lui-même. Pendant 3 millénaires, des dizaines de dynasties se succédèrent. Leurs noms, Thoutmosis, Ramsès, Amenhotep, résonnèrent de la Nubie à la Mésopotamie. Ils croyaient que leur lignée régnerait à jamais, sous la protection de Ra et d'Osiris. Mais où sont passés les Ptolémées, la dernière dynastie à avoir régné sur l'Égypte? Leur fin ne fut pas un déclin paisible, mais un éclair de tragédie. La dernière d'entre eux, Cléopâtre, préféra le venin du serpent à l'humiliation d'un triomphe romain. À son dernier souffle, un lien vieux de 3000 ans se rompit. La Grande Égypte devint une simple province, et le sang des pharaons disparut dans l'histoire, ne laissant derrière lui que de mystérieux hiéroglyphes sur les murs des tombeaux que nous essayons encore de déchiffrer. Ou bien, partons pour les collines de Rome. C'est là que naquit une dynastie dont le nom devint synonyme de pouvoir absolu, les Julio-Claudiens. Du divin Auguste, qui apporta paix et ordre, au fou Néron, dont le règne s'acheva dans le feu et le sang. Ils régnèrent sur le monde, leur volonté faisant loi pour des millions d'êtres. Leurs visages, sculptés dans le marbre, dominaient les forums et les aqueducs. Il semblait que tant que le Colisée serait debout, Rome le serait aussi, et les descendants de César la gouverneraient. Mais la dynastie fut consumée par les intrigues, les complots et sa propre décadence. Après Néron, il ne resta aucun héritier direct d'Auguste. La grande famille qui avait conquis le monde s'autodétruisit, laissant derrière elle un vide de pouvoir que l'Empire allait combler du sang des guerres civiles pendant des siècles. Leurs palais sont détruits, leurs statues brisées, et leurs noms sont devenus des figures tragiques plutôt que des objets de vénération. Le pouvoir ne disparaît pas toujours dans le fracas des épées. Parfois, il s'échappe silencieusement, comme l'eau qui s'infiltre dans le sable. Regardez vers l'est, vers la cité interdite de Pékin. Pendant des siècles, les fils du ciel, les empereurs de Chine, détenteurs du mandat du ciel, y ont résidé. La dynastie Ming, qui a renversé les conquérants mongols et construit la Grande Muraille sous sa forme actuelle, a régné pendant plus de 2 siècles et demi. Leur porcelaine valait son pesant d'or. Leurs marines atteignaient les rivages de l'Afrique. Ils étaient le centre du monde, mais leur trône s'est effondré moins sous les coups des conquérants mandchous que sous le poids de la désintégration interne, des révoltes paysannes et de la crise financière. Le dernier empereur de la dynastie Ming, Chongzhen,
a vu ses ennemis prendre d'assaut sa capitale et, refusant de se rendre, s'est pendu à un arbre du jardin impérial. Avec sa mort, une grande époque s'est éteinte. Le mandat du ciel est passé à d'autres, et le nom de Ming n'est plus qu'un chapitre du long et sanglant livre de l'histoire chinoise. Parfois, il suffit d'une seule personne, d'une seule erreur, d'un seul mariage stérile pour anéantir une lignée entière. Les Habsbourg, qui régnèrent sur de vastes territoires européens pendant 6 siècles, subirent un déclin dû à une consanguinité constante. Leur mâchoire proéminente, signe physique de leur déclin, devint le symbole de leur chute en Espagne. Le dernier Habsbourg espagnol, Charles II, était si malade et si fragile que sa mort déclencha la guerre de succession d'Espagne qui redessina la carte de l'Europe. Une grande dynastie, dont l'empire rayonnait sans cesse, s'éteignit dans le corps malade d'un roi malheureux, un avertissement, même le sang le plus pur peut se corrompre. Nous parlerons des Mérovingiens, les rois aux longs cheveux des Francs, dont le pouvoir mystique s'estompa, les réduisant à de vaines marionnettes entre les mains de leurs propres courtisans. Des Riurikides, dont la lignée s'éteignit au Kremlin de Moscou, plongeant la Russe dans le temps des troubles, une ère d'imposteurs et de chaos. Des Bourbons en France qui ne comprirent jamais que le monde avait changé et le payèrent de leur vie. Chaque dynastie disparue représente bien plus qu'un simple vide politique. Elle symbolise un lien culturel rompu, des traditions perdues, des rituels oubliés. Elle incarne la tragédie d'un peuple né pour régner, mais contraint de devenir le dernier de sa lignée. Que ressent-on en portant le poids de siècles d'histoire, sachant qu'à sa place il ne reste que le néant? Que ressent-on en étant le dernier gardien d'une flamme sur le point de s'éteindre? Dans cette série, nous deviendrons les archéologues du pouvoir. Nous descendrons dans des tombeaux scellés et parcourrons les couloirs abandonnés des palais. Nous écouterons le silence qui y règne, cherchant à percevoir les murmures des conspirateurs, les cris des héritiers et les derniers mots des monarques déchus. C'est un voyage au pied des trônes oubliés, là où l'histoire rend son verdict le plus impitoyable, l'oubli. Car rien n'est plus instructif que le récit de ceux qui ont cru en leur éternité et se sont trompés. Au commencement était le chaos, un flot incontrôlable de passions humaines, où la force primait sur le droit et la fortune sur la vie. Le pouvoir était éphémère, fragile comme la glace du matin sur une flaque d'eau. Il appartenait aux plus forts, aux plus rapides, aux plus rusés. Le chef de tribu, le chasseur renommé, le puissant guerrier, son autorité reposait sur des qualités personnelles et s'évanouissait avec sa force, disparaissant sans laisser de traces à son dernier souffle. Dans son sillage, il ne restait que le vide, un néant aussitôt comblé par une lutte sanglante pour la suprématie. L'histoire ne connaissait pas de nom, seulement des surnoms. Elle ne se souvenait d'aucune dynastie, seulement de cycles de violence. Mais un jour, tout changea. La plus grande des révolutions ne se produisit pas sur un champ de bataille, mais dans les sillons tracés par la première charrue primitive. L'homme cessa d'errer, de suivre les troupeaux et les caprices de la nature. Il sema une graine dans la terre, et elle prit racine. Et cette graine, ce minuscule embryon des récoltes futures, devint le germe d'une puissance nouvelle et sans précédent. Un village impliquait la possession de biens. Champs, granges, troupeaux, tout devait être protégé. Défendu contre les voisins, les pillards, la faim et le chaos. Et ainsi, parmi ses égaux, le plus fort se leva une fois de plus. Mais désormais, sa mission était différente. Il n'était plus simplement un chef de chasse. Il était devenu un gardien
un garant de la survie. Son épée protégeait non seulement les vies, mais aussi les récoltes. Sa volonté déterminait non seulement la route des nomades, mais aussi les lois de la vie sédentaire. En signe de gratitude, il lui apportait une part de la récolte, lui offrait les meilleurs animaux et lui construisait la maison la plus solide. Il devint le centre de leur petit univers. Mais la mort demeurait le grand égalisateur. Avec la disparition du chef, sa maison pouvait être incendiée, sa famille exilée et la communauté replongée dans l'anarchie. Et à cet instant, la peur de l'avenir l'emportait sur la soif de pouvoir immédiate. La logique même de la survie exigeait stabilité, continuité. C'est alors qu'est née une idée majeure, une idée qui allait changer le cours de l'histoire. L'idée que le pouvoir pouvait se transmettre par héritage. Ce fut un bouleversement profond des mentalités. Le pouvoir cessa d'être un attribut personnel pour devenir un héritage familial. La force du chef résidait désormais non seulement dans sa force physique, mais aussi dans son sang. Son fils, même plus faible et moins charismatique, portait en lui une part de la grandeur de son père. Il n'était pas un simple imposteur, il était l'héritier légitime. C'était le premier pas, encore hésitant, vers l'immortalité. Mais l'idée d'héritage à elle seule ne suffisait pas. Pour garantir le droit de régner, il fallait plus qu'un simple lien de parenté. Il fallait un pouvoir qui transcende le jugement humain. C'est pourquoi les dirigeants se tournèrent vers le ciel. Ils proclamaient que leur pouvoir ne leur venait pas des hommes, mais des dieux. Ils n'étaient pas simplement les meilleurs des mortels. Ils étaient les élus, les oints, et parfois même les descendants directs des souverains célestes. Leurs paroles devenaient la volonté de la divinité, leurs commandements, loi sacrée. Le prêtre qui avait auparavant conversé avec les dieux se tenait désormais aux côtés du souverain, confirmant son statut sacré. Temple et palais ne faisaient plus un seul centre de pouvoir. Critiquer le souverain revenait à commettre un sacrilège. Se rebeller contre lui, c'était défier les cieux eux-mêmes. Ainsi naquit le concept de droit divin. Dans l'Égypte antique, le pharaon n'était pas simplement un roi, il était un dieu vivant, l'incarnation terrestre d'Horus. Son pouvoir était aussi naturel et immuable que la crue du Nil, que la course du soleil dans le ciel. Toute la civilisation, des pyramides majestueuses aux derniers hiéroglyphes, reposait sur cette foi inébranlable. En Mésopotamie, le souverain était le représentant du dieu protecteur de la cité, son fidèle serviteur et l'interprète de sa volonté. Son devoir était de maintenir l'ordre établi par les dieux, et en retour, ces derniers accordaient fertilité à la terre et prospérité au peuple. Dans la Chine lointaine, cette idée prit une forme encore plus élégante et redoutable, le mandat du ciel. L'empereur était le fils du ciel, régnant par son décret. Mais ce mandat n'était pas éternel. Si le souverain devenait cruel, incompétent ou négligeait les rituels, le ciel pouvait lui retirer sa faveur. Sécheresse, inondations, tremblements de terre et famine devenaient alors des signes de son mécontentement. Dès lors, la rébellion contre le tyran n'était plus un crime, mais un devoir sacré, accomplissant la volonté du ciel afin de transmettre le mandat à une nouvelle dynastie, plus digne. Le pouvoir, né du chaos, commença à se revêtir de symboles. Le trône apparut, non plus un simple siège, mais un lieu séparant le souverain de ses sujets. Le sceptre apparut, non plus un simple bâton, mais l'axe du monde, symbole d'ordre. La couronne apparut, non plus une simple coiffe, mais l'incarnation visible de la grâce divine, une couronne rayonnant sur le monde des mortels. Le sang devint l'encre avec laquelle furent écrites les premières lois.
La pierre devint le matériau des palais, dont les murs étaient destinés à demeurer à jamais, à l'image du pouvoir de leur seigneur. Tout un système se développa autour du trône. Des prêtres interprétant la volonté des dieux, des scribes tenant la comptabilité des tribus, des guerriers prêts à mourir pour leur seigneur. Le pouvoir cessa d'être une simple idée. Il devint une institution, un mécanisme fonctionnant indépendamment de la personnalité du monarque. Un enfant sur le trône, un vieillard, un souverain faible, derrière eux se tenait toute la puissance de l'État, toute l'inertie de la tradition, toute la force du mythe divin. Ainsi furent posées les fondations. De la peur du chaos, du besoin de protection, d'une croyance au surnaturel, naquit une dynastie, une famille dont le nom devint synonyme de pouvoir, un clan dont le sang était considéré comme sacré. La première dynastie était une promesse d'ordre, un phare de stabilité dans l'océan tumultueux de l'humanité. Mais dans l'acte même de sa création, dans l'idée même de transmettre le pouvoir par le sang, se cachait déjà le germe du déclin futur. Car, après tout, le sang a tendance à dégénérer, et tout rempart, même le plus solide, finit par se fissurer. La naissance du pouvoir n'était que le premier acte d'un grand drame, un acte qui mena inévitablement à son ascension, puis à sa chute. Il arrive un moment où la roue de l'histoire s'arrête, au sommet même de sa révolution. Un moment où une dynastie cesse d'être une simple famille régnant sur un pays et devient l'incarnation même de l'univers. C'est le zénith de la gloire, un midi éblouissant, où l'ombre semble n'avoir plus sa place. À cette heure, le pouvoir est absolu, la richesse inimaginable, et l'avenir apparaît comme une route infinie et ensoleillée. Imaginez l'empire des Habsbourg entre les mains d'un seul homme, Charles Quint. Ce n'est pas seulement un royaume, c'est une planète entière qu'il porte à son doigt comme une bague. Le soleil ne se couche jamais sur ses domaines. Tandis que les cloches sonnent les vêpres à Madrid, un nouveau jour se lève à Manille. Sous son sceptre s'étendent la Castille et l'Aragon, les Pays-Bas et Naples, l'Autriche et les terres du Saint-Empire romain germanique. Et d'outre-mer, des mystérieux empires conquis des Aztèques et des Incas coulent des fleuves d'or et d'argent, remplissant le trésor et alimentant les armées qui marchent à travers les champs d'Italie et d'Allemagne. Le pouvoir de Charles dépasse la simple force des armes. Il est le pouvoir du sang et de la foi. La devise de ses ancêtres. Que d'autres fassent la guerre, mais toi, heureuse Autriche, marie-toi. A tissé pour lui une toile de liens familiaux qui embrasse toute l'Europe. Il est le petit-fils des rois catholiques Isabelle et Ferdinand qui ont anéanti le dernier bastion de l'islam en Espagne. Il est le défenseur de la foi, le dernier rempart contre la menace ottomane aux portes de Vienne et l'hérésie réformiste au cœur de l'Allemagne. En sa personne, la dynastie atteint son apogée, devenant un projet global, une idée visant à unir toute la chrétienté sous une seule couronne et une seule croix. Sa cour est un véritable carrefour linguistique, espagnol, allemand, flamand, italien. Et au-dessus de tout cela se dresse la figure solitaire et lasse de l'empereur, portant le poids du monde entier sur ses épaules. À cet instant, les Habsbourg sont plus que de simples souverains. Ils sont l'axe autour duquel la terre tourne. Mais la gloire peut revêtir une autre forme. Passons à la France, au monde resplendissant du dernier Valois. Ici, le zénith ne se mesure pas en superficie, mais à l'éclat de la culture et du raffinement. Le roi François Ier incarne l'essence même de la Renaissance. Sa cour n'est pas une forteresse, mais un théâtre où le pouvoir se déploie comme un spectacle exquis. Ici,
point de châteaux austères, mais des châteaux féeriques et éthérés dans la vallée de la Loire, Chambord, Fontainebleau. Leurs flèches perçant le ciel et leurs salles résonnent non du fracas des armes, mais des rires des dames de compagnie, des vers des poètes et de la musique du luth. François Ier réunit autour de lui non seulement les chefs militaires, mais aussi les plus grands artistes de l'époque. Il invite à la cour le vieillissant Léonard de Vinci, qui apporte avec lui la Joconde et meurt dans les bras du roi de France. Il commande des œuvres à Benvenuto Cellini et Andrea del Sarto. L'art n'est ici pas un caprice, mais un instrument d'importance étatique. Chaque tableau, chaque statue, chaque sonnet proclame la supériorité de la France des Valois. C'est affirmer qu'un véritable empire se construit non seulement par les conquêtes, mais aussi par la puissance de la beauté et du génie. Les tournois de chevalerie se transforment en fastueux carrousels, la chasse en un grand spectacle. La vie elle-même devient une œuvre d'art, et la dynastie son principal mécène et héroïne. Dans la splendeur de la cour des Valois, la dure réalité des guerres, des intrigues et des trahisons semble s'effacer devant l'harmonie et la perfection. Tournons maintenant notre regard vers l'Est, au-delà de la Grande Muraille, vers le cœur de l'Empire du Milieu, sous la dynastie Ming. Ici, l'apogée ne réside ni dans l'expansion, ni dans une explosion culturelle, mais dans l'avènement d'un ordre idéal et inébranlable. Le pouvoir de l'empereur Ming à son apogée est une constante cosmique. Il n'est pas simplement un souverain, il est le Fils du ciel, un médiateur entre le monde terrestre et le monde divin. Sa demeure, la cité interdite à Pékin, est une maquette de l'univers. Chaque pavillon, chaque cour, chaque rituel est soumis à une harmonie rigoureuse, vieille de plusieurs millénaires. Pour eux, le monde au-delà des murs de la Chine n'était qu'une périphérie barbare, rendant hommage au centre de la civilisation. Au début du XVe siècle, les flottes gigantesques de l'amiral Zheng He, les navires au trésor, sillonnaient l'océan Indien, atteignant les côtes de l'Afrique et de l'Arabie. Elles ne conquéraient pas, mais démontraient plutôt la puissance et la richesse écrasante des Ming. Des dizaines de milliers de marins, des soieries, de la porcelaine, des technologies sans précédent, le monde entier était censé être témoin et reconnaître la grandeur du Fils du ciel. Mais ce ne fut qu'une brève démonstration de force. La véritable force des Ming résidait dans leur autosuffisance. Ils possédaient tout, riz et soie, poudre à canon et papier, la sagesse de Confucius et une vaste bureaucratie de lettrés fonctionnaires qui gouvernaient ce pays immense comme une machine parfaitement huilée. À son apogée, la dynastie Ming était comme du jade parfait, froide, lisse, parfaite et autosuffisante. Il semble que ce système, perfectionné au fil des siècles, existera éternellement. Les Habsbourg, les Valois, les Mines, un empire mondial, un apogée culturel, un ordre cosmique, trois visages différents du zénith de la gloire. À cet instant, ils règnent au sommet du monde et la simple pensée du crépuscule semble blasphématoire. Leurs poètes composent des odes à leur éternité. Leurs chroniqueurs immortalisent leurs exploits pour la postérité qui, croient-ils, vivra à jamais dans l'ombre de cette grandeur. Mais le midi le plus éclatant n'est qu'un instant, avant que le soleil n'entame son inexorable course vers l'horizon. Et dans l'éclat le plus éblouissant de la gloire, les germes du déclin futur sont déjà enfouis, invisibles à ceux que leur propre brillance aveugle. Le pouvoir, comme le métal, a sa limite.
Les dynasties bâtissent leur grandeur au fil des siècles, forgeant des couronnes à partir de victoires, de lois et de droits divins. Elles semblent éternelles, monolithiques, taillées dans la pierre même de l'histoire, mais aucun métal n'est à l'abri de la corrosion et aucune pierre ne peut résister à l'épreuve du temps. Vient un moment où la première fissure, à peine perceptible, apparaît sur la surface immaculée. Ce n'est pas encore une rupture, pas encore un effondrement. Ce n'est qu'une simple crevasse, mais c'est précisément avec cette crevasse que commence la fin. Dans l'histoire de chaque dynastie disparue, il y a eu ce moment fatidique, celui où une confiance inébranlable a cédé la place à une angoisse sourde, celui où les fondements du pouvoir, d'apparence si solides comme le granit, ont commencé à vaciller. Ces premières fissures étaient rarement le fruit d'un coup unique et dévastateur. Le plus souvent, elles résultaient d'un lent processus interne, d'une pourriture qui prenait racine au cœur même du système, dans le sang et l'esprit de ceux qui portaient la couronne. L'exemple le plus frappant et tragique de cette déchéance interne est sans doute le déclin des Habsbourg d'Espagne. La dynastie qui régnait sur un empire où le soleil ne se couchait jamais fut victime de sa propre grandeur et de son obsession pour la pureté du sang. Des siècles de consanguinité, destinés à maintenir le pouvoir au sein de la famille, menèrent à une catastrophe génétique. Son symbole ultime et funeste fut Charles II, surnommé l'Enchanté. Il était bien plus qu'un monarque faible. Il incarnait le déclin de sa dynastie. Malade, mentalement déficient, incapable de donner naissance à un héritier, Charles était un fantôme errant dans les couloirs de l'Escorial. Son regard vide reflétait l'agonie d'un grand empire. L'Europe entière retenait son souffle dans l'attente de sa mort. Diplomates et généraux complotaient, se partageaient l'héritage espagnol du vivant même du roi. La faille dans la couronne des Habsbourg n'était ni politique ni militaire. Elle était inscrite dans leur gène. Le sang qui avait jadis été la source de leur droit au trône devint leur malédiction. Lorsque Charles mourut finalement en 1700 sans héritier, la faille se transforma en un abîme dans lequel l'Europe entière sombra, entraînée dans la guerre de succession d'Espagne. La dynastie des Habsbourg d'Espagne ne fut pas renversée. Elle s'éteignit simplement, épuisée jusqu'à la dernière goutte de son sang corrompu. Parfois, une rupture surgissait non pas de la faiblesse, mais plutôt de la force et de la volonté d'un monarque déterminé à remodeler le monde selon ses propres intérêts. En Angleterre, la dynastie Tudor semblait à l'apogée de sa puissance sous Henri VIII. Mais son désir ardent d'un héritier mâle et sa passion pour Anne Boleyn le poussèrent à prendre une décision qui ébranla les fondements de la chrétienté. Sa rupture avec Rome et la création de l'Église d'Angleterre furent un acte de volonté sans précédent. Henri s'assura ainsi un héritier et consolida son pouvoir absolu, mais le prix à payer fut exorbitant. Il sema la discorde entre la couronne et une tradition religieuse séculaire, entre le monarque et le pape. Cette discorde divisa le pays, engendrant des siècles de persécutions religieuses, de complots et de rébellions. Ses filles, Marie et Élisabeth, consacrèrent leur vie entière à tenter de panser les plaies du royaume, oscillant entre catholicisme et protestantisme. Mais les fondements étaient ébranlés. La dynastie Stuart, qui succéda aux Tudors, hérita non seulement d'une couronne, mais aussi d'un pays profondément divisé par des questions de foi et d'autorité. La querelle sur la primauté du roi et de Dieu, puis du roi et du Parlement, mena finalement à la guerre civile et à l'exécution de Charles Ier. La première discorde,
créé par Henri par ambition personnelle, servit d'échafaud à son successeur un siècle plus tard. Mais la fracture la plus dangereuse est celle qui est invisible aux yeux. Elle ne naît ni dans les palais ni sur les champs de bataille, mais dans l'esprit des hommes. Au XVIIIe siècle, la dynastie des Bourbons était l'incarnation même de la monarchie absolue. Versailles resplendissait d'or, l'étiquette était élevée au rang d'art, et le pouvoir du roi Soleil et de ses descendants semblait d'origine divine. Mais tandis que l'aristocratie dansait au bal, une force nouvelle et destructrice prenait naissance dans les salons, les cafés et les imprimeries parisiens. Une idée. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot, remirent en question tous les fondements du pouvoir des Bourbons. Le droit divin des rois, ils le qualifiaient de superstition, le pouvoir absolu, de tyrannie, l'inégalité des classes, d'injustice. Ces idées, impalpables et invisibles, se révélèrent plus terrifiantes que n'importe quelle arme. Elles se propagèrent comme un virus, infectant d'abord les intellectuels, puis la bourgeoisie, et finissant par s'infiltrer dans l'esprit des paysans et des artisans affamés. Les rois Louis XV et Louis XVI continuaient de vivre dans l'illusion de l'immuabilité de leur monde. Ils ne percevaient ni l'atmosphère changeante, ni les vibrations de la terre sous leur trône. Ils constataient le mécontentement, mais le balayaient d'un revers de main, le considérant comme les murmures habituels de la foule, qu'on pouvait étouffer par la force ou apaiser par de vaines concessions. Ils ne comprenaient pas que la fracture ne s'était pas propagée au sein de la couronne, mais jusqu'au fondement même de la société, que des millions de personnes avaient perdu confiance en leur légitimité à régner. Au milieu de la splendeur et du luxe de Versailles, on pouvait déjà entendre le grondement d'une tempête imminente, le bruit d'une pierre à aiguiser affûtant la lame de la guillotine. C'est ainsi que les premières fissures apparaissent. Elles sont dues à la dégénérescence d'une lignée, à la décision fatidique d'un souverain, à une idée nouvelle qui s'est emparée des masses. Au début, ce n'est qu'un fil à peine perceptible sur la surface lisse du pouvoir. Les dirigeants et leur cour l'ignorent ou tentent maladroitement de le dissimuler, de le masquer, de le cacher derrière le faste des cérémonies. Mais la pression monte. Guerres étrangères, crise économique, famine, ambition des rivaux, tout cela élargit la fissure, la transformant en un gouffre béant. Et vient le jour où la couronne, jadis monolithique, se brise dans un craquement assourdissant. C'est le bruit d'une destruction lente et inexorable dont les échos résonneront pendant des siècles. Les plus grandes forteresses ne s'effondrent pas sous le poids des armes de siège, mais à cause d'une fissure dans leurs fondations. Les plus grands empires périssent, non pas sous les assauts des hordes barbares, mais empoisonnés par un poison servi dans une coupe lors d'un festin familial. L'histoire des dynasties disparues est, à bien des égards, celle non d'une agression extérieure, mais d'une décadence intérieure. C'est une chronique écrite dans le sang des êtres chers, où la plus terrible trahison est commise non au nom d'un ennemi, mais au nom du trône. C'est le poison qui coule dans les veines même de la dynastie. Nous pénétrons dans les couloirs dorés du pouvoir, où règne une paranoïa palpable et où le silence résonne de menaces inavouées. Ici, derrière les façades opulentes, s'est déroulée la plus impitoyable des guerres, la guerre de succession, et le premier exemple le plus classique d'autodestruction fut la dynastie qui donna à Rome ses premiers empereurs, les Julio-Claudiens. Le fondateur, Octave Auguste, bâtit un empire sur les ruines de la République, mais échoua à établir une famille forte. Son palais sur le mont Palatin devint le théâtre de jalousies,
d'ambition et de peur qui transformèrent des membres de la famille en ennemis mortels. L'épouse d'Auguste, Livie, est entrée dans l'histoire comme une maîtresse de l'intrigue, éliminant un à un les héritiers potentiels pour préparer le terrain à son fils, Tibère. Avec sa complicité, la mort devint une invitée constante à la cour impériale, prenant la forme d'une maladie soudaine ou d'un accident. Mais ce n'était que le début. Avec chaque nouvel empereur, la folie s'amplifiait. Caligula, qui avait bafoué le Sénat et voulait nommer un consul à cheval, fut assassiné par ses propres prêteurs, las de sa tyrannie. Son oncle Claude, érudit bègue parvenu au pouvoir par le sang de son neveu, fut lui-même victime des ambitions de sa dernière épouse, Agrippine. Celle-ci l'empoisonna aux champignons pour placer son fils, Néron, sur le trône. Et ce dernier, à son tour, se vengea de sa mère en orchestrant son meurtre, car son influence néfaste l'empêchait d'accéder au pouvoir absolu. Point d'orgue de ce spectacle sanglant, Néron, déclaré ennemi du peuple et abandonné de tous, se trancha la gorge en s'écriant « Quel grand artiste meurt !» La grande dynastie ne s'acheva pas par une bataille glorieuse, mais par une farce, sombrant dans son propre sang et ses vices. Le poison qui couvait de l'intérieur avait parfaitement fonctionné. Si la trahison était un art à Rome, elle devint loi dans l'Empire ottoman. Le sultan Mehmed II le Conquérant, qui conquit Constantinople, fut confronté à un problème éternel. Les frères sont rivaux. Afin de prévenir les guerres civiles qui déchirèrent l'État après sa mort, il promulgua un décret connu sous le nom de « Loi de Fatih ». Son essence était simple et terrifiante. Celui des fils du sultan qui accéderait au trône aurait le droit d'exécuter ses frères au nom du bien commun. Ce qui était censé être un remède se révéla un poison encore plus terrible. L'accession au trône d'un nouveau sultan n'était plus synonyme de célébration, mais de deuil. Des lamentations résonnaient dans tout le palais tandis que des bourreaux, des cordes de soie à la main, pénétraient dans les appartements des princes pour faire appliquer la loi. Des dizaines de princes, dont beaucoup étaient encore des enfants, furent étranglés au nom de la stabilité de l'Empire. Frères contre frères, non par haine, mais selon le protocole d'État. Pendant des générations, la dynastie ottomane s'est délibérément privée d'une partie de sa lignée, éliminant des chefs militaires, des poètes et des administrateurs talentueux qui auraient pu servir l'Empire, mais qui avaient eu le malheur de naître princes. Plus tard, cette coutume cruelle céda la place à un autre extrême, la cage, ou CAF. Les princes n'étaient plus mis à mort, mais enfermés à vie dans une prison luxueuse au sein du palais, totalement isolés du monde. Lorsqu'ils accédaient au trône après des décennies d'enfermement, nombre d'entre eux étaient brisés, mentalement instables et incapables de gouverner un vaste empire. La dynastie échappa au fratricide, mais se condamna à la décadence. Le poison avait changé de forme, mais il restait efficace. Mais l'acte de suicide dynastique le plus poignant et le plus personnel s'est peut-être produit dans les étendues glacées de la Moscovie. La dynastie des Riorikides a régné sur le pays pendant plus de 7 siècles. Elle a survécu au joug mongol, unifié les terres russes et créé un royaume. Puis, elle a été anéantie par un seul coup, porté par un père à son fils. Le tsar Ivan IV, surnommé le Terrible, était un homme d'extrême, pieux et cruel, réformateur brillant et paranoïaque sanguinaire. Dans un accès de rage lors d'une dispute, il frappa son fils aîné et héritier, le tsarévitch Ivan, à la tempe avec un bâton. Le coup fut fatal. La prise de conscience de son acte le plongea dans la folie. Pendant des jours,
Il hurla sur le corps du fils qu'il aimait et en qui il avait placé tous ses espoirs. Mais il était trop tard. Il n'avait pas seulement tué son enfant. À cet instant, il avait anéanti l'avenir de sa dynastie. Son autre fils, Féodore, était de santé fragile et inapte à régner. Après sa mort, la lignée des Riorikides s'éteignit. Le pays sombra dans le chaos, période que les historiens appelleront le temps des troubles, une ère d'imposteurs, d'intervention et de guerre civile qui menaça l'État de son effondrement. Un simple coup porté par le sceptre royal provoqua un bouleversement majeur, faisant chuter une dynastie millénaire et ensevelissant presque entièrement le pays sous les décombres. Ainsi, de siècle en siècle, d'empire en empire, le même scénario se répète. Le pouvoir concentré entre les mains d'une seule famille devient sa malédiction. Les liens du sang, qui devraient être une source de force, se mutent en chaînes de haine mutuelle. Les murmures dans les couloirs deviennent plus terrifiants que les épées sur le champ de bataille, et l'ennemi le plus dangereux est celui qui porte le même nom et vous fixe du regard à table. C'est un poison sans antidote, car sa source réside dans la nature même du pouvoir et des passions humaines. Et lorsqu'il fait son œuvre, même les dynasties les plus puissantes sont condamnées. Il existe un son qui annonce la fin des dynasties. Ce ne sont ni les murmures des conspirateurs dans les couloirs du palais, ni le cri d'un héritier nouveau-né qui sera le dernier. C'est un grondement sourd à l'horizon, un son qui fait trembler la terre avant même que les sentinelles sur les remparts n'aient pu donner l'alerte. C'est le pas des armées, le grincement des engins de siège, le rugissement multilingue de ceux qui sont venus tout conquérir. C'est le bruit de l'ennemi aux portes. Pour chaque grande dynastie, un mur était bien plus qu'un simple assemblage de pierres et de mortiers. Il symbolisait l'ordre, délimitait le monde connu, incarnait la puissance et la sécurité. Le mur séparait la civilisation du chaos, l'empire de la barbarie, nous deux. Tant que les murs tenaient bon, la dynastie perdurait. Mais l'histoire est celle de murs qui s'effondrent. Au printemps 1453, les murailles de Constantinople, la plus grande ville de la chrétienté, n'inspiraient plus la même confiance. Elles formaient une cicatrice sur le déclin de l'Empire byzantin, dernier bastion de la dynastie des Paléologues. Pendant 1000 ans, ces murailles avaient repoussé des vagues de conquérants, avares, arabes, russes, croisés. Mais l'ennemi qui se tenait désormais aux portes était différent. Le jeune et ambitieux sultan Mehmed II avait apporté aux remparts de la ville non seulement une armée, mais une ère nouvelle. Avec lui résonna le grondement de la poudre à canon. Jour après jour, nuit après nuit, les gigantesques canons ottomans, forgés par l'ingénieur hongrois Urban, martelaient le même point de la maçonnerie antique. Chaque boulet résonnait comme un coup de marteau du destin. Pour le dernier empereur, Constantin XI Paléologue, ce grondement sonna le glas de sa lignée et de son monde. Il vit la forteresse de Rumeli-Hisar se dresser sur le Bosphore, coupant tout ravitaillement. Il vit la flotte du sultan, traînée par voie terrestre pour contourner la chaîne, bloquer la Corne d'Or. Il était l'empereur d'une ville fantôme, peuplée des ombres de sa gloire passée et d'une poignée de défenseurs désespérés, grecs, génois, vénitiens. L'ennemi n'était pas seulement aux portes, il était dans leurs oreilles, dans leurs pensées, dans leurs prières. Il était tapi dans les fissures qui se propageaient à travers le mur théodosien. Et dans la nuit du 29 mai, lorsque le grondement des canons céda la place à un silence assourdissant, puis au rugissement de milliers de voix déferlant sur la ville, tous comprirent, les portes étaient tombées.
Constantin déposa ses insignes impériaux pour mourir en simple soldat, défendant sa ville, sa foi et sa dynastie mourante. Avec sa mort, le lien vivant qui unissait l'Europe à Rome et à la Grèce antique fut rompu. La seconde Rome s'était effondrée et un croissant de lune se leva au-dessus du dôme de Sainte-Sophie. Mais 1000 ans plus tôt, le même sort avait frappé la première Rome. En août 410, les Wisigoths du roi Alaric se tenaient devant la porte salarienne. Pour les Romains, c'était impensable. Pendant près de 8 siècles, aucun ennemi étranger n'avait foulé le sol de la ville éternelle. Rome était plus qu'une simple capitale, c'était une idée, le centre du monde. Sa chute semblait sonner le glas de l'humanité. L'ennemi aux portes de Rome était une création de l'Empire lui-même. Les Goths d'Alaric n'étaient pas une horde sauvage venue de forêts inexplorées. C'étaient d'anciens alliés, des soldats ayant servi dans les légions romaines. Ils réclamaient des terres et la reconnaissance, mais on leur refusa et ils furent traités avec mépris. Leur fureur était celle des trahis. Lorsque des esclaves leur ouvrirent les portes de l'intérieur, ils prirent d'assaut la ville, non pas en conquérant, mais comme des huissiers de l'histoire venus recouvrer une dette. Pendant 3 jours, les forums, les palais des Césars et les maisons des sénateurs brûlèrent. La chute de Rome ne détruisit pas instantanément l'Empire romain d'Occident. Il agonisa pendant plusieurs décennies. Mais elle détruisit la foi en son éternité. Dans la fumée des incendies, l'autorité de la dynastie impériale s'évanouit, révélant son impuissance. L'ennemi aux portes montra à tous que les dieux avaient abandonné leur cité. À l'autre bout du monde, dans la vallée de Mexico, les portes étaient différentes. Il ne s'agissait pas de murs de pierre, mais de longues chaussées reliant la merveilleuse cité de Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque, au continent. En 1521, 2 mondes se rencontrèrent sur ces chaussées. D'un côté, les guerriers aigles et les guerriers jaguars défendaient leur terre sacrée sous le règne du dernier Tlatoani, Cuauhtémoc. De l'autre, une poignée de conquistadors espagnols menés par Hernán Cortés, leurs alliés issus des tribus conquises, et les 2 cavaliers invisibles mais terrifiants de l'Apocalypse, la variole et la famine. L'ennemi aux portes de Tenochtitlan n'était pas seulement une armée, mais un désastre biologique et technologique. Les Espagnols détruisirent l'aqueduc, privant la ville d'eau potable. La variole, importée d'Europe, décima les Aztèques par milliers, anéantissant des familles entières et sapant la volonté de résistance de l'armée. Les briques, construits par les Espagnols et lancés sur le lac Texcoco, dominaient les eaux, appuyant les attaques contre les barrages à l'aide de tirs d'arquebuses. Le siège se transforma en un étranglement lent et méthodique. Chaque maison devint une forteresse, chaque canal une ligne de front. Les Aztèques luttèrent avec le désespoir des condamnés, mais leurs épées d'obsidienne ne pouvaient rivaliser avec l'acier de Tolède et leurs prières aux dieux avec les canons. Lorsque les Espagnols pénétrèrent dans la ville, ils découvrirent un spectacle apocalyptique, des rues jonchées de cadavres, victimes de la faim et de la maladie. La chute de Tenochtitlan fut bien plus que la fin d'une dynastie de Tlatoani. Ce fut l'effondrement d'une civilisation entière, la mort d'un monde qui s'était développé dans l'isolement pendant des millénaires. Parfois, cependant, l'ennemi aux portes n'est pas un homme vénérant d'autres dieux ou utilisant de nouvelles technologies, mais une force de la nature inexorable incarnée. En 1258, l'armée mongole menée par Hulagu approcha des portes de Bagdad, capitale du califat abbasside et centre intellectuel du monde islamique. Pour les habitants de Bagdad, la ville des 1001 nuits, la ville des poètes,
des érudits et des astronomes, les Mongols étaient comme un tremblement de terre ou une nuée de sauterelles, une force de la nature aveugle et destructrice. Le calife Al-Mustasim, fort de la grandeur de sa lignée vieille de 5 siècles et de l'imprenabilité des remparts de la ville, refusa de se rendre. La riposte des Mongols fut terrifiante. Ils prirent d'assaut la ville et la réduisirent en cendres. La grande bibliothèque de Bagdad, la maison de la sagesse, qui abritait des manuscrits inestimables du monde entier, fut pillée et détruite. La légende raconte que le tigre devint noir pendant plusieurs jours à cause de l'encre lessivée des parchemins, puis rougit du sang des érudits massacrés. Le dernier calife, conformément à la coutume mongole de ne pas répandre le sang royal à terre, fut enveloppé dans un tapis et piétiné à mort par des chevaux. Ainsi, à différentes portes, à différentes époques, le même drame se jouait. Qu'il s'agisse du grondement d'un canon ottoman, de la fureur d'une épée gothique, du virus invisible de la variole ou du fracas de la cavalerie mongole, le bruit de l'ennemi aux portes signifiait toujours la même chose. L'ancien monde, avec ses lois, ses dieux et ses souverains, était condamné. Et dans le silence qui suit la bataille et les cris, naît un vide, l'endroit où jadis une grande dynastie s'est dressée. L'histoire ne s'écoule pas comme un fleuve paisible. Parfois elle se fige, concentrant toute sa puissance en un point, une heure, qui devient le point de bascule des époques. C'est l'heure fatidique, le moment où l'arbre séculaire d'une dynastie, enraciné dans l'âme même d'un peuple, se brise brutalement sous le coup du destin. Ce n'est pas un lent déclin, ni la faiblesse de la vieillesse, c'est un final soudain et assourdissant, suivi d'un silence absolu. Cette heure peut prendre bien des formes. Tantôt elle gronde au son des coups de feu et au rugissement de la foule, tantôt elle est aussi silencieuse que les chuchotements des conspirateurs dans la pénombre d'un palais. Mais son essence demeure immuable. C'est le point de non-retour. Un instant où le fil fragile reliant le passé à l'avenir est tendu à l'extrême et se rompt brutalement. Et dans cette rupture, ce ne sont pas seulement les individus qui périssent, mais des mondes entiers, tissés de traditions, de lois, de foi et de sang. Imaginez une nuit humide de juillet à Iekaterinbourg, la maison de l'ingénieur Ipatiev, surnommée avec une ironie sinistre la « maison à usage spécial ». Dans sa cave, sous la faible lumière d'une unique ampoule, se tient une famille. Pas n'importe quelle famille. C'est l'incarnation vivante de la dynastie Romanov, vieille de 3 siècles. L'empereur, son épouse, leur fille et l'héritier malade. On les a réveillés sous prétexte de déménagement et contraints de descendre dans cette pièce humide et exiguë. La tension est palpable, mêlée de perplexité et d'un espoir persistant. Peut-être est-ce une nouvelle humiliation, une nouvelle épreuve avant le salut. Mais le commandant entre et ses paroles, sèches et impitoyables comme des coups de marteau, brisent la dernière illusion. Il lit le verdict. Non pas celui d'un procès, mais celui d'une révolution. La confusion envahit le regard de Nikolaï. Il n'a même pas le temps de saisir pleinement la signification de ce qui se passe avant que les portes ne s'ouvrent brusquement et que la pièce ne se remplisse d'hommes armés de revolvers. L'heure fatidique des Romanov ne s'est pas étirée sur des mois de siège ni sur des jours de combat. Elle s'est condensée en quelques minutes de tirs chaotiques et aveugles dans un espace confiné. Dans ce sous-sol, les balles ont transpercé bien plus que de la chair. Elles ont transpercé l'idéal impérial, la légitimité même de loin de Dieu, rompant la lignée qui remontait à Mikhaïl Féodorovitch. Lorsque la fumée s'est dissipée, ce qui gisait sur le sol n'était pas seulement une famille assassinée,
Ce qui gisait sur le sol, c'était un empire russe mort. Tout ce qui suivit ne fut que souffrance et la naissance d'un monde nouveau et inconnu sur les ruines de l'ancien. Remontons le temps de plus d'un siècle jusqu'aux routes poussiéreuses de France. Juin 1791, une lourde et encombrante calèche emporte la famille royale des Bourbons, loin de Paris, en proie aux flammes de la Révolution. Cette fuite est le dernier pari désespéré de Louis XVI. Il croit encore pouvoir rejoindre ses troupes fidèles, rassembler une armée et reconquérir la France. Chaque tour de roue est un battement de cœur, tantôt figé par la peur, tantôt palpitant d'espoir. Mais le destin de la dynastie ne se joua pas sur un champ de bataille, mais dans la petite ville de Varennes. Le commis des postes, Jean-Baptiste Drouet, reconnut le roi. Non à son allure royale, mais à son profil sur un billet de banque, sur une nouvelle pièce révolutionnaire. Un regard, une reconnaissance fatale, un instant où la figure sacrée du monarque, jusque-là visible uniquement dans les portraits officiels, se métamorphosa soudain en un fugitif ordinaire et apeuré. Arrêté et ramené à Paris sous escorte, Louis XVI franchit une ligne invisible. Il cessa d'être le père de la nation pour devenir son traître. La tentative d'évasion brisa le fragile compromis de la monarchie constitutionnelle. Elle rendit la guillotine non seulement possible, mais inévitable. L'heure fatidique des Bourbons ne sonna pas sur l'échafaud, mais sur la route de Varennes, lorsque la calèche s'arrêta et que le mythe du droit divin des rois s'effondra. Et parfois, l'heure fatidique arrive sous un ciel dégagé, dans une ambiance festive, et personne ne la pressent. Sarajevo, 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, circule en voiture décapotable sur les quais. Une bombe avait été lancée contre lui plus tôt dans la matinée, mais elle avait ricoché, et la visite s'était poursuivie. Le danger semble écarté, mais ce n'est que le calme avant la tempête. Le conducteur s'engage dans la mauvaise rue. Une erreur, un accident. Il commence lentement à faire demi-tour, et à ce moment précis, un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip, surgit de la foule. 2 coups de feu, 2 instants fatidiques. La première balle mit fin à la vie de l'archiduc. La seconde, à celle de son épouse, Sophie. Mais l'écho de ces coups de feu se prolongea indéfiniment. Ils devinrent l'étincelle qui mit le feu aux poudres en Europe. La mort d'un seul homme déclencha une réaction en chaîne d'ultimatums, de mobilisation et de déclaration de guerre. La Grande Guerre déclenchée par cet événement anéantit non seulement l'ancienne dynastie des Habsbourg, qui régnait depuis des siècles, mais ensevelit également 3 autres empires sous ses décombres, les empires russes, allemands et ottomans. L'heure fatidique d'une dynastie devint l'heure fatidique du monde entier. L'horloge invisible de l'histoire sonna minuit, et ses aiguilles s'alignèrent sur un siècle entièrement nouveau, le XXe, siècle de guerre mondiale et de bouleversements sans précédent. Une cave, une route, un carrefour, des lieux si différents, mais une même essence. L'heure fatidique est le moment de vérité, où les contradictions accumulées, les complots secrets, les erreurs personnelles et le hasard aveugle convergent et explosent, changeant à jamais le cours de l'histoire. À cette heure, la grandeur se mue en impuissance, la couronne en fardeau, et la robe pourpre en vain face à une balle ou à la lame de la guillotine. Telle est la cruelle leçon de l'histoire. Même les dynasties les plus puissantes, en apparence éternelles comme les montagnes, sont en réalité fragiles comme du verre. Un seul faux pas, un seul coup de feu, une seule heure fatidique suffit à les briser en 1000 morceaux,
pour ne jamais pouvoir être rassemblés. À l'aube du XXe siècle, le monde semblait éternel, taillé dans le granit et l'or. Des empires aux racines séculaires s'étendaient sur des continents entiers, et leurs souverains, unis par les liens du sang et du mariage, considéraient la carte du monde comme un domaine familial. Les Habsbourg, les Romanov, les Hohenzollern et les Ottomans étaient plus que de simples dynasties. C'étaient des titans, piliers de l'ancien ordre mondial. Leurs palais scintillaient de mille feux, leurs armées défilaient au son de marches triomphales, et leur existence même paraissait aussi immuable que le cours des planètes. Mais sous cette surface dorée, un schisme se préparait déjà. Les titans, aveuglés par la poudre, se tenaient sur un sol en proie à la violence. Tout commença par un simple coup de feu tiré dans la paisible ville de Sarajevo. Ce coup de feu, qui mit fin à la vie de l'héritier du trône austro-hongrois, fut l'étincelle qui embrasa l'Europe. Un réseau complexe d'alliances, d'accords secrets et d'ambitions impériales, tissé pendant des décennies, fut poussé à bout et se brisa dans un fracas assourdissant. La Grande Guerre, plus tard connue sous le nom de Première Guerre mondiale, entraîna des titans dans une danse mortelle dont nul ne pouvait sortir indemne. Les premiers à tomber furent les Romanov, maîtres d'un sixième de la surface terrestre. Leur empire était un colosse aux pieds d'argile, où le luxe inimaginable du palais d'hiver côtoyait la misère abjecte de millions de personnes. La guerre révéla la fragilité de cet édifice. Défaite au front, millions de morts et de blessés, famine à l'arrière et paralysie du pouvoir, exacerbée par la figure sinistre de Raspoutine à la cour. Tout cela déchaîna la colère populaire. En février 1917, le trône centenaire vacilla et s'effondra sous l'assaut de Pétrograd en révolte. Le tsar Nicolas II, autocrate de toute la Russie la veille encore, se révéla être un simple citoyen des Romanov. Mais l'histoire lui réservait, ainsi qu'à sa famille, un destin bien plus terrible. Dans les caves de la maison Ipatiev à Iekaterinbourg, s'acheva dans un bain de sang 3 siècles d'histoire de la dynastie. Avec eux, toute une civilisation a disparu. La Russie impériale, avec ses bals et ses processions religieuses, avec ses génies et ses martyrs. Après les Romanov, ce fut au tour des Habsbourg, la plus ancienne et la plus aristocratique dynastie d'Europe. Leur double monarchie, l'Autriche-Hongrie, était une mosaïque hétéroclite de dizaines de peuples, de langues et de religions, unis uniquement par la fidélité à l'ancienne couronne. L'empereur François-Joseph, qui régna près de 70 ans, était un symbole vivant de cette unité. Mais sa mort en 1916, en pleine guerre, annonça la fin. Les horreurs de la guerre exacerbèrent toutes les contradictions nationales. Tchèques, Polonais, Hongrois et Slaves du Sud, tous ne souhaitaient plus vivre dans un empire patchwork. À l'automne 1918, lorsque la défaite militaire devint évidente, cette maison multinationale s'effondra. Une à une, les nations proclamèrent leur indépendance, et le dernier empereur, Charles Ier, découvrit qu'il n'avait plus ni peuple ni empire à gouverner. La dynastie qui régnait sur le Saint-Empire romain germanique et dominait la moitié de l'Europe a disparu de la scène discrètement et presque sans effusion de sang, laissant derrière elle un vide de pouvoir et une multitude de nouveaux États en guerre. À l'ouest, un autre titan s'effondrait, les Hohenzollern allemands. Contrairement aux anciens Habsbourg, leur empire était jeune, agressif et bâti sur le fer et le sang. L'empereur Guillaume II, petit-fils de la reine Victoria, incarnait l'esprit de cette nouvelle Allemagne, sa puissance industrielle,
son militarisme et son désir ardent de briller. C'est précisément cette ambition insatiable qui a largement conduit à la catastrophe mondiale. La machine de guerre allemande, considérée comme la meilleure au monde, a semé la mort sur les champs de bataille européens pendant 4 ans, avant de finalement s'effondrer. À l'automne 1918, alors que le front s'écroulait, et que des émeutes de la faim et une mutinerie navale éclataient dans tout le pays, les généraux informèrent l'empereur que l'armée ne lui obéissait plus. Abandonné de tous, Guillaume s'enfuit aux Pays-Bas, pays neutre. Son abdication ne fut qu'une formalité. Le militarisme prussien, qui avait créé l'Empire allemand, l'avait aussi détruit. Le trône de Bismarck et de Frédéric le Grand fut transformé en pièce de musée. Enfin, au sud, le plus ancien des titans s'éteignait, la dynastie ottomane, dont les sultans avaient terrorisé le monde chrétien pendant des siècles. Au début du XXe siècle, leur illustre porte était depuis longtemps devenue l'homme malade de l'Europe. En entrant en guerre aux côtés de l'Allemagne, l'Empire avait signé son arrêt de mort. La défaite entraîna l'occupation et le démembrement complet de ses vastes possessions au Moyen-Orient. Mais des cendres de l'ancien empire, un nouveau leader émergea, Mustafa Kemal Atatürk. Il mena une guerre de libération nationale, non pour sauver le sultanat, mais pour créer une nouvelle république turque laïque. En 1922, le sultanat fut aboli. Le dernier sultan ottoman, Mehmed VI, quitta Istanbul à bord d'un cuirassé britannique, emportant avec lui 6 siècles d'histoire. À sa suite, le califat, titre de chef spirituel de tous les musulmans, détenu par les Ottomans depuis des siècles, fut également aboli. Ce n'est pas seulement le trône qui est tombé, c'est tout le système théocratique qui s'est effondré. Ainsi, en seulement 4 années de carnage sanglant, le monde changea radicalement. Les couronnes, comme figées dans le crâne des monarques, roulèrent sur les pavés des capitales européennes. Les empires qui avaient tracé leurs frontières sur les cartes furent effacés. La chute des titans ne fut pas une extinction paisible. Ce fut un fracas assourdissant, un bouleversement tectonique qui mit fin à l'ère de l'absolutisme et donna naissance à un XXe siècle nouveau, brutal et imprévisible. Sur les ruines de leur trône, de nouvelles tyrannies, bien plus terribles encore, allaient bientôt se dresser. L'ancien monde était mort, et un nouveau naissait dans la douleur. Que signifie être le dernier ? Ce n'est pas simplement la fin d'une lignée, ni un point au bout d'une longue liste de noms. Être le dernier, c'est porter le poids de siècles entiers sur ses épaules, sentir le souffle de centaines d'ancêtres et savoir qu'après vous, il n'y aura plus que le silence. C'est un fardeau et une sentence, le moment où l'histoire vivante devient un document d'archives. Le destin de toute une dynastie, ses triomphes, ses péchés et ses espoirs, convergent en une seule vie qui, fauchée en plein vol, emporte avec elle toute une époque. Parfois, la fin est scellée par le sang lui-même, transformé de source de force en poison. Tel fut le cas de Charles II, le dernier Habsbourg d'Espagne. Son apparence même était un monument vivant à une politique séculaire d'unions incestueuses. La dynastie, cherchant à conserver le pouvoir en son sein, s'était enfermée dans un piège génétique. Avec sa lèvre supérieure typique des Habsbourg, son crâne allongé et son corps fragile et perpétuellement malade, il était un roi fantôme, souverain d'un empire colossal sur lequel le soleil ne se couchait jamais, et simultanément son maillon le plus faible. Tout au long de sa vie, les cours européennes ont rôdé autour de Madrid comme des vautours, guettant l'extinction de cette faible étincelle. Diplomates et armées complotaient. Chaque maladie de Charles, surnommée l'Enchanté,
provoquer des secousses sur la carte politique mondiale. Otage de sa propre lignée, dernier rejeton déchu d'une puissante famille, il était incapable de donner naissance à un héritier. Lorsque son cœur cessa de battre en 1700, son testament, désignant un prince français comme héritier, devint bien plus que le testament d'un monarque. Il devint l'étincelle qui mit le feu aux poudres. La mort d'un homme fragile plongea l'Europe entière dans les flammes de la guerre de succession d'Espagne, un conflit sanglant de 13 ans qui bouleversa à jamais l'équilibre des pouvoirs sur le continent. Ainsi, l'extinction d'une dynastie déclencha un embrasement pour des millions d'êtres humains. Mais parfois, le dernier d'une lignée n'est pas victime des circonstances, mais maître de son destin. Non par faiblesse, mais par choix délibéré. Tel fut le cas d'Élisabeth I, dernière souveraine de la dynastie Tudor. Contrairement à Charles, elle incarnait la vitalité, énergique, cultivée, dotée d'un esprit vif et d'une volonté de faire. Pendant des décennies, elle subit des pressions pour se marier. Le Parlement l'a suppliée, ses conseillers insistaient, les monarques européens envoyaient des ambassades avec des propositions de mariage. L'avenir de l'Angleterre était en jeu. Sans héritier, le pays risquait de replonger dans le chaos de la guerre civile dont les Tudors l'avaient si laborieusement sauvé. Mais Élisabeth voyait le mariage non comme un salut, mais comme une menace. Une menace pour son pouvoir, une menace pour l'indépendance de l'Angleterre, qui risquait de devenir un instrument au service d'une autre puissance. Aussi fit-elle son choix. « Je suis mariée à l'Angleterre », déclara-t-elle, faisant de son célibat une arme politique et de son absence d'enfant un symbole de dévotion nationale. Elle devint une reine vierge, une figure mythique, la mère de son peuple. Son long règne fut un âge d'or, une période d'épanouissement culturel, de grandes découvertes géographiques et de la défaite de l'invincible Armada. Elle mena sa dynastie à son apogée et en décida elle-même le destin. Sa mort fut paisible, la transmission du pouvoir à la dynastie écossaise des Stuart étant prévue. Mais à sa disparition, l'Angleterre fit ses adieux à bien plus qu'une grande reine. Elle fit ses adieux au nom des Tudors, à toute une époque, à jamais disparue avec sa dernière et plus illustre représentante. Il existe une troisième voie, lorsque la fin d'une dynastie n'est ni le fruit de la dégénérescence ni d'un choix délibéré, mais le prélude à une catastrophe nationale. C'est ainsi que la lignée des Riurikides s'est éteinte sur le trône de Moscou. Pendant 7 siècles, cette dynastie a régné sur la Russe, la menant d'une mosaïque de principautés à un royaume unique et puissant. Mais l'ombre d'Ivan le Terrible, de ses sanglantes oprichnina et du meurtre de son propre fils et héritier, a jeté une malédiction sur ses descendants. Le dernier tsar issu de la lignée directe des Riurikides fut Féodor Ivanovitch, fils d'Ivan le Terrible. Homme pieux, discret et faible de caractère, plus intéressé par le son des cloches que par les affaires d'État, il était l'antithèse de son père, figure redoutable. Après la mort mystérieuse de son frère cadet, le tsarévitch Dimitri, à Ouglitch, il devint évident que la dynastie était condamnée. Avec la mort de Féodor, sans descendance, en 1598, le lien qui avait uni le pays pendant 7 siècles fut rompu, et la Russie sombra dans l'abîme. Ce qui suivit est entré dans l'histoire comme le temps des troubles. La disparition de la lignée royale ébranla les fondements même de l'État. Une lutte acharnée pour le pouvoir s'ensuivit entre les clans boyards, des imposteurs prétendant être le tsarévitch Dimitri, miraculeusement sauvés, firent leur apparition,
et des interventionnistes étrangers arrivèrent. Le pays fut déchiré par la guerre civile, la famine et l'anarchie. Le peuple, ayant perdu la figure sacrée du monarque légitime, perdit également ses repères. Il fallut 15 ans de bouleversements terribles et l'effort incroyable de toute la nation pour qu'une nouvelle dynastie, les Romanov, émerge de ce chaos sanglant. Mais la cicatrice de la disparition de l'ancienne lignée des Riourikides demeure à jamais gravée dans la mémoire historique de la Russie, comme un rappel de la fragilité de l'État lorsque s'éteint la dernière lueur de la maison régnante. Victime du destin, artisan du hasard ou catalyseur involontaire du chaos, le dernier d'une lignée peut être n'importe qui. Mais l'issue est toujours la même. Le grand nom, qui jadis façonnait le destin des nations, cesse d'être une force vivante et devient une chose du passé. Le trône se vide, la couronne est reléguée à un musée, et le silence s'installe où seul le bruissement des pages des chroniques historiques se fait entendre. Le trône n'attend plus un héritier, mais un historien. La chute d'une dynastie marque rarement le coup de grâce. Le plus souvent, elle n'est que le prélude à un nouveau drame, imprévisible, qui se joue sur les ruines d'une époque révolue. Un empire n'est pas une structure qui s'effondre du jour au lendemain, ne laissant derrière elle qu'un amas de décombres. C'est un organisme complexe, et longtemps après sa disparition, la vie persiste en son sein. Une grande redistribution des richesses s'amorce, une lutte pour la succession, où d'anciens vassaux, des généraux ambitieux et des aventuriers sans attache tentent de bâtir leur propre trône sur les fragments de la couronne. Lorsque le dernier empereur de Rome occidentale, le jeune Romulus Augustule, fut déposé en 476, il sembla que 1000 ans d'histoire s'achevaient. La ville éternelle était tombée. Mais l'idéal romain se révéla bien plus tenace que ses légions et ses aqueducs. Les chefs des tribus barbares qui ravagèrent l'Empire étaient bien plus que de simples destructeurs. Ils en étaient les disciples fervents. Ils ne se contentèrent pas de piétiner les mosaïques des villas romaines. Ils s'efforcèrent d'endosser la toge de César. Le roi ostrogoth Théodoric le Grand, régnant depuis Ravenne, fit frapper des pièces à l'effigie de l'empereur et préserva le Sénat romain, tentant d'unir la bravoure gothique à la civilisation romaine. Clovis, chef des Francs, se convertit au christianisme et reçut le titre de consul de l'empereur byzantin, cherchant à légitimer son pouvoir aux yeux des populations gallo-romaines conquises. Ils bâtirent de leur royaume sur les fondements romains, adoptant ses lois, sa langue, sa foi. Les dynasties julio-claudienne et flavienne avaient disparu depuis longtemps, mais leur ombre continuait de planer sur l'Europe, faisant rêver les rois barbares non seulement d'or, mais aussi de laurier. Les ruines de Rome devinrent non un cimetière, mais un berceau pour de nouvelles dynasties, chacune se considérant comme son héritière légitime. 3 siècles plus tard, un nouvel empire émergea de ce chaos. Charlemagne, roi carolingien des Francs, unifia des territoires allant de l'Espagne à la Hongrie sous son autorité. Le jour de Noël 800, le pape Léon III le couronna impérial à Rome. Rome sembla renaître de ses cendres. Mais l'empire de Charlemagne tenait moins de ses institutions solides que de sa volonté et de son autorité personnelle. Après sa mort, le colosse vacilla. Ses héritiers, pieux mais faibles, furent incapables de maintenir l'unité. Le grand empire fut divisé, comme un héritage paternel, entre les 3 petits-fils de Charlemagne. Le traité de Verdun, en 843, sonna le glas de l'empire carolingien unifié. De ces ruines commencèrent à émerger les prototypes de la future France, de l'Allemagne et de l'Italie.
la dynastie carolingienne ne fut pas anéantie par une seule bataille décisive. Elle s'éteignit lentement, se dissolvant dans le sang de nouveaux royaumes qui, tels des héritiers avides, pillèrent ses terres et ses titres. À la fin du Xe siècle, il ne restait plus aucune trace de sa gloire passée, seulement des noms dans les chroniques et des frontières sur les cartes qui devinrent les lignes de guerre qui dureraient des siècles. Les ruines d'un autre empire, bien plus vaste, né dans les steppes d'Asie, offraient un tout autre spectacle. L'empire de Gengis Khan, s'étendant de l'océan Pacifique à la mer Noire, n'était pas un État au sens européen du terme, mais une gigantesque machine militaire, une armée familiale. Du vivant du grand conquérant et de ses descendants directs, une discipline de fer et un objectif commun maintenaient l'unité de cette entité incroyable. Mais lorsque l'élan initial de la conquête s'estompa et que les descendants de Gengis, régnant en Chine, en Perse, en Asie centrale et en Russe, commencèrent à se percevoir non plus comme les vice-rois d'un seul Khagan, mais comme des monarques indépendants. Le monolithe se fissura. L'empire se fragmenta en Ulus, la Horde d'Or, l'empire Oulaguide, les Ulus de Chagatai et l'empire Yuan en Chine. Officiellement, la dynastie de Gengis Khan continua de régner sur tous ces fragments. Mais il s'agissait déjà d'États distincts, avec des intérêts et des cultures différents, et souvent en conflit les uns avec les autres. Le rêve d'un empire des steppes unifié, gouverné par un seul clan, s'effondra comme une tablette d'argile portant les lois des Yassa. Chaque Khan, descendant du secoueur de l'univers, se considérait comme le seul véritable héritier, et les autres comme des usurpateurs. Les ruines de l'Empire mongol ne furent pas un désert, mais un champ de bataille où frères et cousins versèrent leur sang pendant des décennies pour le droit de se réclamer de l'ombre de leur grand ancêtre. Mais l'exemple le plus instructif de déclin progressif et de lutte pour la succession est sans doute celui de l'Empire ottoman. Pendant des siècles, il sema la terreur en Europe et en Asie, mais au XIXe siècle, il était devenu l'homme malade de l'Europe. Son effondrement ne fut pas soudain, mais une longue et douloureuse agonie. Les mouvements de libération nationale dans les Balkans lui arrachèrent un à un des territoires, la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie. Les grandes puissances, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Autriche-Hongrie, tournoyèrent comme des vautours au-dessus de ce corps affaibli, se taillant des sphères d'influence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La dynastie ottomane, jadis maîtresse de 3 continents, assista impuissante à la fonte de son empire. La défaite lors de la Première Guerre mondiale scella le sort de l'empire. Mais des ruines du sultanat émergèrent une multitude de petites principautés, avides de revendiquer l'héritage ottoman. Une force émergea, rejetant cet héritage même. Mustafa Kemal Atatürk et ses compagnons ne bâtissaient pas un nouvel empire, mais une république nationale moderne. Ils abolirent le sultanat et le califat, exilèrent le dernier sultan et transférèrent la capitale de Constantinople à Ankara. Les ruines de l'Empire ottoman ne constituèrent pas les fondations d'une nouvelle construction, mais une carrière d'où ils ne tirèrent que le nécessaire pour créer un État entièrement différent, rompant ainsi de manière ostentatoire avec son passé impérial. Ainsi naît un monde nouveau sur les ruines des puissances disparues. Tantôt ils tentent d'imiter le passé, tantôt ils le rejettent violemment. Mais l'ombre des dynasties disparues ne disparaît jamais sans laisser de traces. Elle plane au-delà des frontières nationales, dans les codes culturels, dans les conflits ancestraux et les alliances inattendues. Les fantômes des empires hantent encore les couloirs du pouvoir,
rappelant que tout trône, même le plus solide, peut un jour s'effondrer. Et alors commencera une nouvelle bataille pour le droit de bâtir dessus. Quand la dernière voix d'une dynastie s'éteint, quand la lumière de la dernière couronne s'éteint sur le trône, l'histoire ne tourne pas simplement une page, elle la bouleverse. La fin d'une maison régnante n'est pas qu'un vide politique ou un changement d'élite. C'est un incendie dans une grande bibliothèque, un tremblement de terre qui détruit des cathédrales, l'assèchement d'un fleuve qui nourrissait toute une civilisation. C'est un héritage perdu. Nous voyons les cicatrices laissées sur le corps de l'histoire par ces disparitions. Nous nous tenons au milieu des ruines et tentons d'imaginer la grandeur passée. Voici les murs de Constantinople qui, pendant 1000 ans, furent le rempart de la chrétienté. Lorsque la dynastie des Paléologues s'effondra, ce n'est pas seulement une ville qui s'écroula avec elle, mais un univers entier. Byzance, millénaire, héritière directe de Rome, gardienne du savoir antique, devint un fantôme. Combien de manuscrits inestimables, d'œuvres de philosophes et de savants que l'Europe n'avait pas encore découverts, furent détruits par les flammes ou perdus à jamais? Combien d'œuvres d'art, de mosaïques et d'icônes, préservant un canon unique, furent détruites ou enfouies sous des couches de plâtre? La chute de la dynastie marqua la fin de tout un code culturel, d'un langage d'images et de symboles qui s'était développé depuis l'époque de Constantin le Grand. Le monde perdit non seulement un empire, mais un pont vivant avec l'Antiquité. De l'autre côté de l'océan, à l'emplacement de l'immense Mexico, se dressait jadis Tenochtitlan, cité onirique sur l'eau, capitale de l'Empire aztèque. Avec la mort du dernier Tlatoani, Cuauhtémoc, et la chute de sa dynastie, le processus d'effacement total se mit en marche. Les conquistadors ne détruisirent pas seulement une armée ennemie. Ils anéantirent délibérément un univers qui leur était étranger. Des temples dédiés à des dieux qu'ils ne comprenaient pas furent rasés, des églises catholiques s'élevèrent sur leurs fondations. De précieux codex aztèques, gardiens de leur histoire, de leur mythologie et de leur savoir astronomique, furent livrés aux flammes, qualifiés d'écrits du diable. Nous avons perdu à jamais la possibilité d'entendre l'histoire de l'Empire racontée par les Aztèques eux-mêmes. Nous ne pouvons que spéculer sur la profondeur de leur poésie, la complexité de leur philosophie, les subtilités de leur structure sociale. Il ne nous reste que des fragments, des bribes, rapportés par les vainqueurs ou des artefacts miraculeusement préservés. Un continent entier perdit sa mémoire écrite, son passé fut réécrit, et les murmures des anciennes dynasties furent noyés dans le tonnerre des canons castillans. Mais qu'y a-t-il de plus terrifiant que des pierres brisées et des livres brûlés? Le silence est plus terrifiant encore. Le silence qui règne là où résonnaient jadis des idées uniques, où prospéraient des visions du monde singulières, où s'épanouissaient des traditions inimitables. Lorsque les Carolingiens ont succédé aux Mérovingiens en France, ils ne se sont pas contentés de s'emparer du pouvoir. Ils ont anéanti le concept même de monarchie sacrée mérovingienne. Le lien mystérieux, presque mystique, des rois aux longs cheveux avec leur terre, leur croyance en la sainteté du sang, tout cela fut remplacé par l'idée pragmatique et compréhensible de l'onction divine, sanctionnée par Rome. Les Carolingiens ont réécrit l'histoire, dépeignant leurs prédécesseurs comme des rois paresseux pour légitimer leur accession au pouvoir. Et avec la dynastie, tout un système de croyances, une conception typiquement germanique du pouvoir, a sombré dans l'oubli, une conception que nous ne pourrons jamais reconstituer pleinement. Prenons l'exemple de la Perse. Avec la chute de la dynastie sassanide, sous les assauts des conquérants arabes,
le zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions du monde, religion d'État pendant 1000 ans, s'éteignit. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de foi, mais de la disparition d'un univers entier. D'immenses trésors de connaissances accumulés dans les bibliothèques de Ctésiphon, traités scientifiques, recueils de poésie, exemplaires inestimables de l'Avesta, le livre sacré du zoroastrisme, furent en grande partie perdus. Disparue, une philosophie dualiste unique, une cosmologie complexe, une culture de cour raffinée qui avait influencé le monde de Rome à la Chine. Le monde islamique s'appropria une grande partie de l'héritage perse, mais il s'agissait de fragments réinterprétés, intégrés à un nouveau système. La source originelle était épuisée. L'histoire n'est pas un vide. Des ruines du passé, du neuf naît toujours. Mais cette nouveauté ne peut jamais compenser ce qui a été perdu. Des fragments de savoir perdus, tels des graines dispersées par les vents de la catastrophe, germent parfois de façon inattendue ailleurs. La fuite des érudits byzantins vers l'Italie après la chute de Constantinople apporta avec eux des manuscrits grecs et donna un élan à la Renaissance. Mais ce n'est là que le paradoxe de la tragédie. L'organisme même qui avait donné naissance à ce savoir était mort. Chaque dynastie déchue est un univers silencieux. C'est bien plus qu'une simple lignée brisée. Ce sont des recettes perdues, des savoir-faire oubliés, des langues indéchiffrables, des hymnes jamais chantés, des cités inachevées et des idées jamais nées. Autant de voies alternatives pour l'humanité, à jamais bloquées. Nous, leurs descendants, errons dans ce vaste cimetière de civilisation, tentant de reconstruire, à partir des tessons et des fragments, l'image de ce qui fut perdu. Et, scrutant le vide, où se dressait jadis leur trône, nous nous demandons malgré nous, quels trésors de notre époque se réduiront un jour en poussière? Quelle part de notre savoir deviendra des hiéroglyphes incompréhensibles pour les générations futures? Le vent souffle à travers les ruines, emportant avec lui non seulement la poussière des siècles, mais aussi les échos de mots tus et de destins inachevés. Une musique majestueuse mais mélancolique joue en arrière-plan, s'estompant progressivement vers la fin de l'histoire. L'histoire n'est pas un livre des morts, mais une galerie d'ombres. Ombres projetées par de grands empires, de puissantes familles et d'illustres dynasties qui ont depuis longtemps quitté la scène. Nous avons suivi leurs traces, des pyramides majestueuses aux cités enfouies sous le sable, des salles du trône où se jouait le destin du monde aux humbles pierres tombales marquant la fin d'une ère. Et maintenant, au terme de notre voyage, nous nous trouvons à la croisée des chemins, scrutant ces ombres, cherchant à comprendre ce qu'elles laissent derrière elles. Qu'est-ce qu'une dynastie disparue? C'est bien plus qu'une lignée brisée. C'est une étoile qui s'éteint, mais dont la lumière continue de briller sur nous à travers les millénaires. C'est une mélodie étouffée, dont les échos résonnent encore dans notre culture, nos lois, notre langage même. Nous percevons leur héritage partout, pour peu que nous y prêtions attention. C'est gravé dans la pierre, dans des ruines qui résistent à l'oubli. Contemplez ces colonnes, battues par les vents, qui s'élancent encore vers le ciel. Chacune fut fondée sur la foi en l'éternité, sur la conviction que l'Empire subsisterait 1000 ans. Les murs qui se souvenaient des murmures des conspirateurs et des rires des héritiers n'écoutent plus que le vent. Les fresques, dont les couleurs jadis éblouissaient, sont à peine discernables, telles des visions fantomatiques d'une splendeur passée. Ces pierres sont des témoins silencieux. Elles ont vu naître des princes et périr des rois. Elles ont absorbé les cris de triomphe
et les gémissements des villes assiégées. Elles sont silencieuses, mais leur silence est plus éloquent que n'importe quelle chronique. Elles nous rappellent la futilité de l'orgueil et l'inexorable passage du temps qui réduit en poussière les plus magnifiques créations de la main de l'homme. Mais si la pierre s'effrite, les mots et les idées, eux, perdurent. De grandes dynasties ont disparu, mais leurs lois demeurent. Les codes de conduite établis par de sages monarques de l'Antiquité sont devenus le fondement des systèmes juridiques des États modernes. Les notions d'honneur, de devoir et de justice, formulées pour la première fois dans les codes de royaumes oubliés, guident encore notre conscience morale. Leur philosophie, leur poésie, leurs découvertes scientifiques font désormais partie du patrimoine commun de l'humanité. Nous contemplons les étoiles à travers le prisme du savoir accumulé par les astronomes à la cour des rois babyloniens. Nous lisons des épopées où des héros luttent contre les mêmes démons du doute et de la peur qui nous tourmentent. Les dynasties disparues nous ont appris à gouverner, à faire la guerre, à bâtir des cités et à chercher le sens de l'existence. Leurs voix ne se sont pas tues, elles se sont simplement fondues dans le grand cœur de la pensée humaine. Et, bien sûr, leur héritage coule dans nos veines. Le sang qui coulait dans les veines des pharaons et des empereurs, des guerriers et des prêtresses, ne s'est pas évaporé. Il s'est répandu à travers le monde en d'innombrables courants, s'est mêlé et s'est dissous dans le vaste océan de l'humanité. Un fragment de telle ou telle grande dynastie sommeille peut-être en chacun de nous. La mémoire génétique est la plus tenace et la plus mystérieuse. C'est peut-être cette mémoire qui nous pousse parfois à contempler avec une nostalgie inexplicable les ruines d'un temple antique ou à éprouver une vague reconnaissance en lisant le nom d'un souverain disparu depuis longtemps. Nous sommes des archives vivantes, des bibliothèques ambulantes, porteurs de codes et de messages venus des profondeurs du temps. Mais derrière les façades grandioses des empires, derrière les dates austères et les listes d'insignes royaux, se cachent des cœurs vibrants. Les dynasties ne sont pas de simples schémas abstraits. Ce sont des histoires humaines. L'histoire d'une mère veillant anxieusement sur son héritier malade, le dernier de sa lignée. L'histoire d'un commandant réalisant que sa victoire ne sauvera pas un empire condamné. L'histoire du dernier monarque qui, dans le silence de son palais, comprend qu'avec lui s'achève une lignée millénaire. À quoi pensaient-ils dans leurs derniers instants? Regrettaient-ils leurs erreurs? Espéraient-ils un miracle? Maudissaient-ils le destin? Leurs ombres nous enseignent l'essentiel. Rien n'est éternel. Tout âge d'or a une fin. Toute puissance, même la plus puissante, finira par s'effondrer. Le cycle de la création et de la destruction, de la prospérité et du déclin, est la loi fondamentale de l'univers qui régit la vie humaine et le destin de toute une civilisation. En étudiant leur ascension, nous apprenons le courage et l'ambition. En étudiant leur chute, nous acquérons la sagesse de l'humilité. Leurs histoires sont un miroir reflétant nos propres passions, nos espoirs et nos craintes. Nous nous reconnaissons en eux, notre désir de laisser notre empreinte, notre lutte pour l'avenir, notre vulnérabilité face au chaos et au temps. Qu'est-ce qu'une dynastie disparue? Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais sa continuation sous une nouvelle forme. Ils sont partis pour laisser place à d'autres. Leur héritage est devenu le terreau fertile où ont germé de nouveaux peuples et de nouvelles cultures. Leur ombre ne nous effraie pas, elle nous guide. Ils se tiennent derrière nous comme des ancêtres silencieux, nous rappelant la grandeur du passé et notre responsabilité envers l'avenir. Nous appartenons nous-mêmes à une grande dynastie de l'humanité
encore sans nom, et un jour, nos réalisations, nos villes, nos livres et nos noms deviendront eux aussi les ombres du passé. Les générations futures étudieront nos ruines et tenteront de déchiffrer nos pensées. Et la seule chose que nous puissions faire est de vivre notre époque de telle sorte que l'ombre que nous projetons sur l'avenir soit emplie non seulement de cendres et de regrets, mais aussi de la lumière de la sagesse, de la beauté et de la créativité. Car dans le grand théâtre du temps, il n'y a pas de rideau final. Il n'y a qu'un changement de décor et de nouveaux acteurs qui montent sur scène pour jouer leur rôle sous le regard impartial de l'éternité.